progressé dans mon pays d'origine, l'Algérie. J'ai vu aussi de quelle façon cette violence qui était latente, qui s'est d'abord caractérisée dans la sphère familiale, par l'idéologie, par le politique, elle a pu ensuite se répandre dans l'ensemble de la société et déstabiliser donc l'État algérien. Cette expérience, elle est hyper intéressante. Nous ne l'avons pas suffisamment méditée collectivement, parce que dans les années 90, eh bien, l'élite algérienne a été ciblée que de morts, que d'intellectuels, que de journalistes, que de simples citoyens, que de policiers, que de gendarmes, que de militaires. Il y avait une guerre qui se jouait là, qui concernait le monde entier. Et pourtant, nous avons été presque indifférents à ce qui se jouait là. 20 ans auparavant, peut-être même 10 ans auparavant, en 1979, nous avons non plus rien compris à ce qui se jouait en Iran en 1979. La révolution islamique iranienne a non seulement changé le visage de l'Iran, elle a changé le visage du monde. Et nous le voyons aujourd'hui à travers le retour sur la scène internationale de l'Iran comme pays, donc comme puissance régionale. Ce sont là des manques. Eh bien, je pense que nous pouvons pallier à travers une connaissance, à travers une réflexion sérieuse. Mais de grâce, nous avons suffisamment de fractures pour encore fracturer nos sociétés. La guerre qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une guerre contre les musulmans, ce n'est pas une guerre contre l'islam, c'est une guerre contre la barbarie. Or, il se trouve que cette barbarie, que les auteurs de cette barbarie, eh bien, portent un nom. Oui, ce sont des islamistes. Oui, c'est l'islam politique qui tue, assassine et menace. Ils menacent d'abord les musulmans dans leur pays. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu un commentaire évoquant le fait que l'ensemble des musulmans seraient, disons, quelque part à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire ce genre de simplification, parce que ça risque d'être fatal pour nous. Les musulmans laïcs sont nos premiers alliés. Ils ont une place importante à jouer dans ce combat-là. Ce combat-là, nous n'allons pas le gagner sans eux. C'est en les mettant en valeur, c'est en leur donnant la parole, c'est en les choisissant comme interlocuteurs que nous allons gagner la guerre. Merci Jamila. Claude, un mot. Oui, plusieurs mots. Pourquoi vous ne donnez pas la parole? Il y a trois questions. Pourquoi vous ne donnez pas? Excusez-moi, M. Moniquet. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la parole? On les écoute pas, le politique, on lui a dit encore, on lui a dit on ne va dans les écoles, je peux porter mon voile plus tard, parce que je travaille. J'étais en Arabie Saoudite. Le discours de l'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Moi, je suis à la Mecque, j'ai été à Haram, les deux mosquées principales de la et le discours des imams n'a rien à voir avec ce que les jeunes transmettent ici. Et attendez-vous bientôt à des événements très graves. Parce que suite au racisme, suite à la prostitution, en tout cas les Belges, comment ça racisme à l'opinion. Moi je travaille à Montréal, sur le terrain, je ne fais pas des mosquées, mais attendez-vous au pays. Jamais. Merci. Non mais on ne va pas commencer des discussions parallèles parce que c'est Claude Moniquet qui a la parole et le micro. C'est Claude Moniquet qui a la parole et le micro. Monsieur Alessi, ça se passait bien jusque-là. Je propose de rester. Voici Damas, elle ne sera plus une ville, elle sera qu'un morceau de Louis. Merci. Claude a la parole. Je vous propose de laisser la parole à Monsieur Moniquet et on va clôturer parce que je vois que ça devient un peu difficile. Donc, je vous demande quelques minutes pour permettre à M. Moniquet de répondre aux dernières questions et de conclure, et puis on lèvera la séance. Merci. Il y a effectivement une certaine ébullition dans C'est un sujet passionnant. Je trouve que le sujet est intéressant.
faut pas se tromper ni d'aiguille ni de solution. Je pense que c'est une tarte à la crème, retourner à l'Europe d'avant Schengen, fermer les frontières. D'abord, on ne va pas retourner l'Europe d'avant Schengen, et deuxièmement, on ne va pas fermer les frontières intérieures. Et troisièmement, c'est impossible. Rien qu'à la frontière franco-belge, qui est une toute petite frontière, c'est 300 points de passage. Alors, sauf si vous multipliez les effectifs de police, de l'armée, des postiers, tout ce qui porte un uniforme par 1000, on ne gardera jamais les frontières terrestres. Donc, ce n'est pas une solution. Le repli nationaliste n'est évidemment pas une solution non plus. Nous sommes dans une société démocratique, ouverte sur le monde. Ça a été la richesse de l'Europe. Et c'est ça qui a permis à certaines époques à l'Europe d'apporter aussi sa richesse intellectuelle et culturelle au monde. Il faut garder cette plateforme d'échange, il faut rester dans un monde ouvert. Un monde ouvert peut être un monde sûr. Et effectivement, on a sans doute baissé la garde à certains moments et on a fait preuve de faiblesse sur nos valeurs. On a accepté la question, n'est pas tellement l'ouverture des frontières. La question, c'est de laisser n'importe qui demander n'importe quoi et de discuter avec eux comme s'ils étaient légitimes. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jamila, et c'est ce que je pense, c'est ce que j'avais esquissé de mon côté. La religion n'a rien à faire dans le débat public, dans un monde moderne et civilisé. La religion est une affaire privée. Ça fait que quand avec tout le respect que M. Cohen, quand vous dites qu'il faut enseigner les 10 commandements, je dis non, il ne faut pas enseigner les 10 commandements. Pas de religion. Nous avons des valeurs et des lois en Europe qui nous suffisent. On n'a pas besoin de se référer à un texte religieux, quel qu'il soit. Chacun, après, chez lui, avec sa famille, ses enfants, dans le respect de la loi, fait ce qu'il veut, mais ça doit rester privé. La laïcité, c'est ça. Et effectivement, quand je prends un taxi à Paris, Jamila disait qu'elle était énervée de cette irruption du religieux dans tout. Quand je prends un taxi à Paris et que le chauffeur de taxi commence à m'expliquer qu'il y a eu 735 révélations avant la venue du prophète et qu'on n'a pas compris, etc. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Lui, il y avait des sources manifestement. Oui, il y avait des sources que nous n'avons pas. Je m'en fous complètement. Mais il y en a eu 50, il y en a eu 750, il y en a eu 2782,4. Je m'en fous. La religion ne m'intéresse pas, la mienne m'intéresse, celle des autres m'intéresse intellectuellement, mais la religion comme sujet de débat ne m'intéresse pas, ou alors je vais à un cours de catéchèse, un cours de théologie, je vais à un endroit où on en discute, mais pas sur la place publique. Donc ça, soyons très clairs là-dessus, la laïcité, c'est clairement ça. La neutralité est un concept, je m'excuse de le dire parce que je suis en Belgique, je respecte la Belgique, je suis moitié belge, la neutralité est un concept mou et mal défini. Le seul vrai concept, c'est la laïcité qui permet à chacun d'avoir sa religion ou de ne pas en avoir, ou d'y renoncer, ou d'en changer. C'est tout. Le reste, ce sont des discours de gens qui n'ont pas osé aller au bout de leurs idées. Encore deux choses, peut-être trois. Oui, effectivement, Georges, le Maroc, il y a des signes prometteurs au Maroc. Mais le Maroc, il y a des problèmes qui se posent. Les procès et les poursuites contre les homosexuels. Les procès et les poursuites contre les gens qui rompent le ramadan. Ce sont des choses qui, manifestement, la violence faite aux femmes. Alors, il y a des progrès qui ont été faits et il y a une volonté royale, entre autres la Moudawana, de changer le code de la famille. On voit très bien dans la réalité des jugements qui sont rendus que la société, malheureusement, résiste fortement, en tout cas certains cadres de la société, et les juges, entre autres, résistent fortement à cela. Je fais une parenthèse, on voit bien en Europe où on en arriverait si il y a eu un reportage sur France 2 il y a quelques jours sur les juges de la charia en Grande-Bretagne, on voit bien ce vers quoi tendent effectivement les gens comme les frères musulmans d'autres milieux qui veulent d'une part criminaliser le blasphème, c'est leur combat à l'ONU, alors qu'on est les enfants de Voltaire, hein, quand même, les enfants, les petits-enfants, les arabes, les enfants, on a le droit de blasphémer. Moi personnellement je ne le fais pas parce que je trouve pas ça intelligent, mais on a le droit de blasphémer. Et on doit se battre pour ce droit qu'on a payé quand même au prix de sang. Et on doit se battre pour que la justice soit la même pour tous. Effectivement, dire une femme musulmane peut divorcer ou ne pas divorcer devant un tribunal de la charia, mais une femme blanche, puisque c'est ça elle va divorcer devant un juge, eh ben c'est du racisme. C'est du relativisme et c'est du racisme. Ça veut dire que les droits qui sont acquis à la femme blanche et la mienne ne sont pas les mêmes que ceux de Jamila qui n'est pas une femme blanche. Vous comprenez. Eh bien ça c'est du racisme, c'est du relativisme, c'est inacceptable. Et on ne peut pas d'une part dire qu'on combat le fascisme islamiste dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres, et d'autre part accepter que ce genre de choses s'installe chez nous. Sur les minorités, les Kabyles, les Kurdes, les Berbères et toutes les minorités,
C'est un autre débat, c'est un débat compliqué, mais c'est un débat intéressant parce qu'effectivement, il y a le monde arabe tel que nous le connaissons. Quand on parle de monde arabe, en fait, on parle de la péninsule arabique, et enfin, étymologiquement, de la péninsule arabique et des pays du Golfe. Les autres pays ne sont pas des pays arabes. Les pays d'Afrique du Nord sont des pays qui ont été colonisés par les Arabes venus de la péninsule arabique pendant les Gilets, et dans lesquels habitaient des populations qu'on appellerait des populations primaires, je pense au Canada, qui étaient des Kabyles, qui étaient des Kurdes dans certaines régions, qui étaient des Berbères, qui étaient des Chaouis, enfin, toute une série de choses. Après, il y a eu des mélanges, il y a eu des Chaouis, il y a eu des choses, mais la réalité des minorités est réelle, et les minorités dans beaucoup de ces pays, entre autres en Algérie, subissent clairement une répression. Et par ailleurs, ces minorités, et on le voit très bien, moi je le vois dans mon travail de tous les jours, en Algérie comme au Maroc, les minorités, les Berbères au Maroc, les Kabyles en Algérie, peuvent être porteurs de changement et de laïcité. Maintenant, n'allons pas trop vite non plus, parce que ce qu'on a vu au Mali, c'est exactement le contraire. On a vu des tribus amazirs qui se sont alliées aux djihadistes d'Al-Qaïda et qui se sont convertis quasiment au djihad et qui sont devenus des forces djihadistes. Donc le fait d'être une minorité n'est pas une garantie totale en soi. Mais effectivement, soutenir les minorités et les défendre, je pense, devrait être un,